Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Mélanie Rougier. Bienvenue Mélanie. Bonjour Sophie. Alors Mélanie, tu es diplômée vétérinaire de l'école de Lyon en 2004. Tu as débuté ta carrière dans le milieu équin, d'abord avec un internat au Québec et ensuite en faisant du terrain en France. Suite à cela, tu as fait plus qu'un stop d'ailleurs en industrie pharma, parce que tu y es resté pendant 14 ans. Et après ça, tu t'es formée en coaching et tu as choisi, j'utilise tes mots, de faire ta transition écologique. Aujourd'hui, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Permalliance, où tu proposes du coaching individuel et collectif et des ateliers expérientiels avec le cheval et la nature. Utile aussi de préciser que tu es formatrice agréée et animatrice de la fresque du climat. Alors Mélanie, tu te décris comme ayant été une enfant joyeuse, dynamique, idéaliste, et j'ai le ressenti que c'est des caractéristiques qui te poursuivent encore aujourd'hui. Tu es aussi femme et maman de 2 petites filles. Tu te nourris de nature, d'évasion, de complicité avec la famille et les amis. Bref, une vraie gourmande de la vie. Alors Mélanie, je pense qu'on a du pain sur la planche. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Je te passe le micro et je vais te poser la question un peu classique. Pourquoi vétérinaire ? Déjà par rapport à ton intro, j'avoue que tu vois, il y a même de l'émotion qui arrive. Je crois que ça me touche beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se définir, sûrement parce que j'aime bien changer et du coup j'aime pas être statique. Et cette vision assez holistique finalement de ce que je peux être, de ce que j'aime transmettre, ça me touche beaucoup. Donc déjà merci pour ça. Et alors vétérinaire, pourquoi vétérinaire ? Eh ben figure-toi que je me suis un peu préparée à la question et je me rends compte que je me rappelle pas forcément de la genèse, mais je me rappelle très bien en CE2 d'avoir les petites fiches à la rentrée des classes où on nous disait d'écrire nom, prénom, combien vous avez de frères et sœurs, etc. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et j'avais écrit vétérinaire. Alors si, je sais pourquoi, j'étais cavalière depuis l'âge de 4 ans. J'étais toujours très touchée par tout ce qui était vie sauvage, animaux sauvages, et finalement c'était plutôt le mythe de Daktari, je pense, qui m'a amenée vers vétérinaire. Métier que je connaissais par ailleurs très très peu, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est dans ma famille, par exemple. Et oui, j'avais écrit ça vétérinaire, sûrement avec mes yeux d'enfant, et je me rappelle que la personne lisait un peu à haute voix pour peut-être présenter, je sais pas, les enfants. Et arrivé à vétérinaire, c'était comme plein de petites filles à cet âge-là. Et vraiment, je me rappelle avoir été piquée en disant non, si je le dis, je le ferai. Et je pense que ça, il y avait ce côté un peu challenge et faut pas me dire que quelque chose est impossible, sinon j'ai envie de l'atteindre. Donc voilà, je me suis accrochée à cette idée, peut-être un peu déjà à cet âge-là. Et puis c'est d'ailleurs quelque chose après que j'ai entendu assez souvent, ah bah oui, mais bon, tout le monde veut faire vétérinaire, mais c'est difficile, etc., etc. Et en fait, je pense que ça a entretenu
l'envie d'être vétérinaire. Alors même que, encore une fois, je connaissais pas bien le métier, faut être très très clair. En tout cas, j'avais, je pense, une vision, un peu rêvée de ce métier. Donc, le challenge, finalement. Enfin, l'envie de vétérinaire qui t'est venue et puis le challenge qui a maintenu l'envie. Oui, alors, ça a été le déclic et je pense ce qui a fait que je suis restée motivée parce qu'effectivement, le parcours est pas simple, pour intégrer. Après, non, l'envie première, c'était quand même, l'idée même du contact avec la nature, avec les animaux, avec une notion d'écosystème. Et moi, en fait, j'avais envie plutôt de travailler à l'extérieur. J'avais envie de participer à la biodiversité, à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je te dis que ensuite, peut-être que j'avais pas la vision qui m'a été plus inculquée pendant l'école vétérinaire, qui était plus de la médecine individuelle finalement, et dans laquelle je me reconnaissais pas forcément. Et c'est ça qui t'a emmené directement vers le Québec et vers l'Équine, cet attrait vers l'extérieur? Alors je me suis posé déjà beaucoup de questions pendant les études. Je me rappelle de grandes discussions avec mes colocs où je disais mais en fait je veux pas faire de la pratique, je crois que c'est pas fait pour moi. Et en même temps, il y avait cet amour des chevaux, on va dire du sensible qui était autour du cheval, mais voilà, je le mettais plutôt par rapport à l'espèce et autres. Et je me disais maintenant que t'es là, vis-le à fond et essaye. Et puis intellectuellement, je trouvais ça hyper intéressant quand même. Tout ça, et cette médecine sportive, etc. Et donc, j'ai décidé, de continuer vraiment dans cette voie et d'y aller, donc par amour des chevaux, par volonté de pouvoir travailler en extérieur, et puis, je pense, de me challenger intellectuellement, manuellement, parce que j'aimais beaucoup la chirurgie aussi. Et donc, tu es resté 1 an au Québec, tu es revenu en France, où tu as pratiqué. À quel moment, parce que tu dis que tu avais déjà l'idée que peut-être la pratique, c'était pas fait pour toi. À quel moment tu as commencé à te dire, en fait, non, c'est vraiment pas fait pour moi, je vais aller à la recherche d'autres choses. Est-ce que tu savais directement que ça allait être l'entreprise pharmaceutique? Comment ça s'est passé, cette transition? Non, mais déjà j'ouvrais les possibles depuis longtemps, même à l'école vétérinaire, c'est-à-dire que au-delà de mes études, j'étais très engagée dans l'associatif, je créais de l'événementiel, j'ai toujours été un peu touche à tout, j'aimais bien ça et je me nourrissais de ça. Une fois que je suis arrivée en pratique, je pense que c'est plus le fait de pas vraiment trouver ma place. En équine, j'ai trouvé que c'était un milieu vraiment difficile, humainement difficile. Ça, c'est avec le recul que je dis ça, mais moi, j'ai besoin, de travailler dans un cadre de confiance. Et là, je trouvais qu'il y avait toujours du stress, du coup, de la critique, en fait. Je pense aussi que vraiment, par rapport à ce métier de vétérinaire, déjà, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait été beaucoup élevé avec de la médecine allopathique. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui était pas dans mon cadre de référence. Donc, je me suis questionnée aussi beaucoup sur, en fait, c'est peut-être plutôt d'autres approches qui m'intéressent, l'ostéopathie, etc. Et donc, je pense que j'étais beaucoup dans des questionnements de trouver ce qui pouvait résonner pour moi. Et en tout cas, encore une fois, peut-être que cette médecine qui était très individuelle, très tournée vers la performance, finalement, je me reconnaissais pas vraiment dedans. Et en plus, avec un cadre humain que j'ai trouvé très très difficile. Je suis tombée sur, je pense, des gens qui étaient pas très soutenants, beaucoup de questions par rapport à mon âge, par rapport au fait que je sois une femme à l'époque aussi. Et ça, j'avais pas envie d'évoluer là-dedans.
Donc après, j'ai ouvert un petit peu les possibles. Je suis partie en canine équine. Et moi qui aime bien toujours un peu la découverte, la nouveauté, j'avoue qu'au début, me réintéresser à d'autres espèces, etc., c'était passionnant, encore une fois. Et puis en fait, c'est au bout de plus d'un an, quand j'ai recommencé un peu le cycle des vaccinations, etc., je me suis questionnée sur ce côté que je voyais peut-être à l'époque répétitif. Et je me suis dit, est-ce que ça me plaît ? Et je crois vraiment que ce qui me dérangeait, c'était la posture de sachant, en fait. J'aimais pas cette idée, que on vienne voir le vétérinaire et que le vétérinaire, il doit savoir. Moi, je crois que ce que j'aime, c'est plutôt la collaboration, la co-responsabilité, l'échange. Et c'est d'ailleurs des choses, je crois, possibles et nécessaires pour l'avenir de la médecine de façon générale, en fait. Et voilà, je pense que c'est une posture qui me plaisait pas, en fait, dans laquelle je me sentais étriquée, finalement. Et j'avais besoin de voir ailleurs. Et puis j'avais toujours beaucoup travaillé dans le multiculturel. J'avais fait le choix de faire tous mes stages à l'étranger. Et ça me manquait. Moi, j'ai grandi, je t'en avais parlé, mais j'ai toujours été un petit peu initiée au changement. Avec le travail de mon papa, on déménageait tous les 3-4 ans. Donc, je pense que l'idée de me dire, je vais être dans une clinique un peu pour toute ma vie, toute ma carrière, c'était quelque chose à l'époque qui m'angoissait, quoi. Je me sentais comme si les dés étaient jetés et puis pouf, j'allais rester là et j'avais envie de liberté, d'évolution, etc. Et tout ça, ça m'a vraiment questionnée. Et le côté ouverture, rencontre d'autres profils, évolution de carrière multiculturelle, je l'ai trouvé dans l'industrie pharmaceutique. Comment elle s'est passée alors ta transition ? T'es partie dans un milieu pharmaceutique vétérinaire ou ? Oui, je suis partie en santé animale, en valorisant mon savoir scientifique, puisque j'étais au départ conseillère technique. Et voilà. Et vraiment là, quand je réfléchis à ça, ce sur quoi je veux insister, c'est que finalement, je pense que je suis vraiment, mais dans tout mon parcours de vie, je suis plutôt partie par envie, parce qu'il y avait des choses qui me donnaient envie d'aller découvrir et d'ajouter des choses, en fait, un peu à mon éventail, plutôt que par, dépit ou parce que il y a des choses que je détestais, en fait. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours un équilibre. Tu bouges parce qu'il y a quelque chose qui te motive et puis parce qu'il y a quelque chose qui te repousse, bien entendu, mais je crois que moi j'ai toujours été un peu dans cette dynamique de me dire tiens, il y a ça qui me plaît, pourquoi j'irais pas le voir, quoi. Et là c'était vraiment ça. Et donc je suis rentrée en santé animale, conseillère technique, plutôt terrain, donc à la fois formation des commerciaux, aussi dans les cliniques, formation des équipes, et puis travail en collaboration avec le marketing et domaine que je trouvais intéressant et passionnant, et pour lequel j'ai continué à vraiment essayer de m'y intéresser, de me former de façon autodidacte et par l'expérience, parce que j'ai des managers qui m'ont laissé la possibilité de prendre des responsabilités marketing au fur et à mesure. Et puis après, je suis partie dans le marketing stratégique international. T'es restée dans la même boîte pendant les 14 ans ? Non, j'ai changé 3 fois d'entité, une fois par choix, et puis la deuxième fois par rachat. Mais voilà, à chaque fois c'était des vrais changements de culture d'entreprise, et je crois que ça correspondait quand même bien à chaque fois, pareil, à ce que je voulais faire, en fait, de mon temps. Donc la première fois que j'ai changé, c'est après la naissance de ma première fille, et où je me suis dit ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du poste, j'ai envie de quelque chose
différents, aussi plus sédentaires, parce que quand j'étais sur le terrain, je bougeais beaucoup. Et puis j'avais vraiment envie, voilà, de me faire confiance et d'aller sur du marketing à 100%. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'abord de changer d'entreprise. J'en ai profité aussi pour me questionner sur la taille de l'entreprise, parce que je suis passée d'une grande multinationale à quelque chose de plus petit, et du coup qui me permettait d'avoir des responsabilités aussi plus larges, puisque voilà, on est PME, on est un peu plus couteau suisse, et du coup de découvrir beaucoup plus de choses sur tout le cycle de vie du médicament, quoi. Et donc ça, c'était aussi très enrichissant. Et puis moi, je m'étais déjà posé beaucoup de questions, un peu de valeur, et j'avais beaucoup de mal avec, on va dire, des interactions que je qualifierais un peu plus de politique au sein des fois de grandes entreprises. Et donc là, de revenir à des relations que je trouvais plus simples, plus transparentes, c'était quelque chose qui était important pour moi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le marketing, par exemple? Tu en parles beaucoup, donc je me permets de te poser la question. Alors en fait, moi, ce que j'aimais dans le marketing, alors tu vois, je parle au passé, c'est marrant. Non, en fait, je crois qu'il y a vraiment cette idée plus de stratégie, en fait. Moi, ce qui me passionne, c'est d'avoir une vision un peu globale. Où est-ce qu'on va? J'aimais bien l'idée, du coup, je pense, de pouvoir avoir aussi un impact par ces décisions stratégiques. Et un impact qui pouvait être en accord avec mes valeurs. Donc l'idée était de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter pour améliorer la qualité de vie des animaux, la relation homme-animal, etc., etc. Et vraiment, ce qui m'a passionné et ce vers quoi je suis allée, c'était vraiment le marketing stratégique, et du coup toute l'interface après sur ce qu'on appelle l'idéation et l'analyse des besoins clients pour essayer de créer de l'innovation, bien sûr, avec l'interface R&D, recherche et développement. Mais moi, ce que j'aimais, c'était vraiment aller au contact en fait des utilisateurs et me questionner sur en fait, de quoi ont-ils vraiment besoin? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui serait plus facile? Qu'est-ce qui faciliterait la vie de tout le monde? Ça, je trouvais ça passionnant. Et je trouvais ça passionnant parce que ça me permettait aussi d'ouvrir sur plein de choses qui étaient en dehors de la santé, de travailler sur tout ce qui est analyse de tendance, en fait. Et d'ailleurs, c'est par ce biais-là aussi que je pense ma prise de conscience écologique et sur l'arrivée de problèmes graves environnementaux et sociétaux qui vont arriver s'est développée. Oui, tu utilises le terme d'ailleurs transition écologique. Qu'est-ce que tu entends exactement par ça? Mais pour moi, en fait, il y a un vrai changement de paradigme qui est nécessaire. Donc, ce serait presque plus, une rupture qu'une transition, même si, une transition, c'est un processus et ça prend du temps. Mais pour moi, il y a une façon vraiment de reconsidérer notre rapport à l'autre, qu'il soit humain ou non humain, pour pouvoir construire justement une société qui est compatible avec la vie, qui est plus équitable, avec aussi de la justice sociale. Toi, tu l'as vécu aussi comme ça, de manière, on va dire, plutôt lente ou plutôt rapide pendant que tu étais dans le milieu pharma? Comment ça s'est passé? Je pense que je le portais toujours en moi. Alors peut-être que pendant longtemps j'ai segmenté des choses aussi. Il y avait ma carrière plus professionnelle, l'enrichissement, je sais pas, intellectuel et autres, la découverte. Et puis il y avait ces valeurs profondes et je pense que oui, depuis petite, j'ai toujours été idéaliste.
J'ai toujours beaucoup œuvré pour la justice. J'ai beaucoup été sensible aussi à l'injustice. Et c'est quelque chose qui, en fait, très régulièrement m'a apporté des conflits de valeurs. Hein. Et c'est ce qui fait aussi que c'était probablement d'ailleurs un challenge de me manager, hein, finalement. Parce que j'avais à la fois l'envie de bien faire, de contribuer, je pense avec un petit peu le syndrome aussi de la bonne élève. Et puis un besoin de reconnaissance et en même temps profondément des fois un écart entre mais finalement à quoi je contribue par rapport à ce que je veux voir créer dans le monde. Et ça me questionnait très souvent. Ouais. Comment tu faisais alors pour trouver cet équilibre dans l'industrie pharma par exemple, ou est-ce que c'est au moment où tu étais en déséquilibre que tu commençais à te dire ok, il faut que je passe à autre chose? Et il y a eu la première fois alors déséquilibre et du coup j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de taille d'entreprise. Enfin voilà, c'était aussi une volonté de se dire ok, je vais être plus près de la stratégie, peut-être de valeurs qui sont plus ancrées dans de l'impact local. Ça pour moi ça faisait du sens. Je me suis dit essaye de découvrir autre chose. Il y a probablement une autre manière de faire ça. T'as beaucoup œuvré pour des causes comme On dit chien par exemple. Ça c'est quelque chose aussi qui t'a permis de trouver un équilibre, tu penses? Oui, c'est certain. En fait, Andy Chien, qui s'appelait l'ANECA à l'époque, je l'ai découvert pendant mes études véto. À Lyon, j'ai été famille d'accueil pour 2 chiens. Et au-delà de ça, il y avait un peu ce truc de se dire, en fait, tu vois, c'est l'idée du colibri. En fait, chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose, en fait, pour œuvrer. Et très vite à l'école véto, on faisait les fameuses booms, ces soirées vraiment très régulières. Et très vite je me suis dit mais en fait on pourrait faire la même chose, continuer à faire la fête, à passer du bon temps, et en même temps que ça contribue. Et c'est comme ça que j'ai fondé avec des amis de l'école véto Cariboom. Donc des booms caritatives. Et le premier concept ça a été ok, on fait une boom à Noël et au lieu que les gens payent l'entrée, en fait ils vont apporter un jouet neuf qu'on va remettre à la Croix-Rouge. Et ensuite on a développé le concept avec pas mal d'actions pour finalement lever des fonds et remettre de l'argent à Andy Chien. Mais c'est quelque chose, je pense que je faisais, mais même petite. Enfin, tu vois, quand il y avait, le rallye au collège, donc le fameux truc où tu cours et en fonction du nombre de kilomètres, tu demandes à des gens autour de toi de signer ta petite feuille. Et je sais pas si tu fais 1 kilomètre, ils donnent 1 franc. Si tu fais 2 kilomètres, ils donnent 2 francs. C'était quelque chose dans lequel je mettais beaucoup d'énergie, à la fois pour pour faire le tour du quartier, pour aller voir tous les adultes, pour qu'ils me suivent là-dedans, et puis le jour J pour essayer de courir la distance la plus longue possible. Et en fait, j'aimais bien cette idée que les gouttes d'eau font les grands océans en fait, et que finalement quand on peut juste sensibiliser déjà dans son cercle d'influence, et finalement par des petits gestes, quand on les additionne derrière, ça peut avoir un impact. Et donc ça, effectivement, j'ai essayé de continuer à le faire régulièrement. Après, ça a été aussi, avec des projets locaux. Par exemple, quand j'étais en Mayenne, il y avait en financement participatif un restaurant qui était bio, 100% bio, local, circuit court, des restaurants et bars qui s'ouvraient. Et de la même manière, au sein des écuries dans lesquelles j'étais, sur un concours interne où l'idée c'était de faire un petit peu comme ces rallyes, ces chaînes un petit peu de financement. Et c'est des choses que j'ai toujours aimé faire pour finalement donner à la possibilité à des
des initiatives qui œuvrent pour des choses en lesquelles je crois, pouvoir les aider à se financer et à se monter. C'est intéressant. Et également en industrie pharmaceutique, excuse-moi, mais voilà, j'ai fait par exemple, pareil, le raid Amazon, d'ailleurs avec des amis vétérinaires que je salue. Et une non vétérinaire. Et c'était à la fois un challenge, voilà, personnel, aussi un challenge d'équipe parce que le but était de voilà passer la ligne d'arrivée en équipe. Donc c'était extrêmement intéressant. Et voilà, et très vite, c'était de se dire ok, on le fait pour quoi ? On l'a fait pour Andy Chien. Et puis finalement, j'ai réussi à embarquer l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, qui était Seva Santé Animale, et ça nous a permis de financer la totalité de l'éducation d'un chien, donc de vraiment parrainer la remise d'un chien. Et puis pareil, en faisant connaître l'association, de finalement créer derrière un partenariat long terme entre Seva Santé Animale et Andy Chien. Et si tu veux, moi, j'avais été que un petit peu l'étincelle qui a mis ça sur la table, et ensuite, c'est tout le monde qui s'est emparé de ces sujets-là. Et c'est ça que je trouve chouette, en fait. Oui, ce côté, étincelle, on va dire leader aussi, je pense, peut-être une qualité d'embarquer les gens, parce que t'es vraiment drivé, par des choses dans lesquelles tu crois à 300%. Oui, je pense que c'est une de mes forces, c'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un de passionné. Et en fait, quand j'ai un truc en tête, je me dis, je vais le faire, je vais y arriver. Et oui, probablement que l'énergie et la force que je mets à croire aux choses, embarque les gens et ils se disent, ok, du coup, on peut le faire. Et c'était vrai aussi. Oui, sur des sujets professionnels, c'est-à-dire que j'étais leader d'un programme d'innovation qui était multidisciplinaire. Et oui, on a réussi à vraiment créer des changements et à sortir de notre zone de confort. Et en fait, c'était bien, c'est ce qu'on m'a dit après, c'était bien parce que finalement, je portais la vision et que coûte, moi, j'y croyais. Mais en fait, j'ai rien fait toute seule. C'est-à-dire que ensuite, c'est bien tous les gens qui étaient embarqués, qui eux avaient les talents et l'intelligence de faire que derrière ce soit possible. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apporter cette notion de confiance. Alors déjà cette notion de vision, et puis ensuite donner la confiance à chacun, de dire ok, je sais que t'es capable. Et c'est dur, mais tu peux y arriver et tu peux compter sur nous tous, parce que il y avait vraiment cette notion de le problème de chacun et le problème de tous, et de ne pas fonctionner en silo. Et puis clairement, je pense que la vie c'est des rencontres, et tu vois là, quand je pense à ce programme d'innovation, j'ai été aussi avec une binôme merveilleuse qui est une grande amie et qui a été très efficace dans la gestion de projet, etc. Et je pense qu'en fait moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça, finalement. Soit avec des gens qui m'ont donné leur confiance et qui m'ont permis de m'autoriser à oser, à être moi, et du coup à rayonner, ce qui me permet d'embarquer. Et aussi d'être entourée de gens de confiance, extrêmement motivés, avec lesquels il y avait des relations très transparentes. Et je pense à cette binôme, mais je pense aussi à des collaboratrices. Et voilà, oui, il y a eu en fait plein de belles rencontres. Mais oui, je pense qu'une de mes forces, c'est de donner de la force aux autres, et c'est pas pour rien que j'ai choisi le coaching, d'ailleurs. Excellente transition, dis donc. J'allais te dire, donc là, tu me parles beaucoup de ton drive solidaire, et puis, j'entends aussi un drive de transmission. Et donc, j'imagine que c'est ça aussi qui t'a emmené vers le coaching. Et donc ça s'est passé à quel moment dans ta carrière, sur tes années là de boîte pharma? Alors en fait, justement, comme moi je suis un peu sur des cycles de 2-3 ans. Donc au bout de 2-3 ans, le côté un peu c'est nouveau, c'est génial, je suis à fond, fait que les questions de fond elles réémergent à chaque fois. Donc j'étais dans mon poste, je pense qu'au bout de 2-3 ans
niveau international, etc. J'ai commencé à de nouveau à me re-questionner beaucoup sur tout ce qui était sens, contribution. Et tu parlais de cet équilibre, donc je me suis dit ok, au lieu de me focaliser sur tu vois un peu la global picture, ok, à quoi on contribue en tant qu'entreprise, déjà moi à mon niveau, avec mon portefeuille produit, etc. Qu'est-ce que je fais? Et j'avais quand même la chance d'être sur 2 projets qui pour moi faisaient du sens, puisqu'il y avait quand même l'éducation à l'antibiothérapie raisonnée, qui pour moi était quelque chose que je trouvais avec un impact positif. Et puis j'étais sur de la dermatologie. Et avec ce programme d'innovation, j'avais la chance de pouvoir insuffler ce en quoi je croyais, c'était d'aller vers quelque chose qui était vraiment sur la transparence des formules. En humaine, il y avait tout le mouvement de la clean beauty, on va dire, mais le vétérinaire, c'est pas les mêmes réglementations, on n'est pas sur de la cosmétique de toute façon. Et donc pour moi il y avait ça, et plus je creusais, plus il y avait la transparence, mais du coup après il y a l'impact sur aussi quels sont les ingrédients, et c'est là où j'ai commencé à démêler la pelote de tout ce qu'on peut appeler impact environnemental en fait, qui va des ingrédients en packaging, etc. Et donc ça pour moi pareil, je trouvais du sens là-dedans, mais quelque part, je m'inscrivais toujours dans une règle marketing qui est aussi quid de la rentabilité, il faut délivrer de l'opérationnel court terme avec justement un monde qui va de plus en plus vite, qui est très incertain et où on focalise de plus en plus sur du court terme. Et ça, pour moi, c'était extrêmement difficile. Et donc, je voyais bien que je tournais en rond. Je me disais, en fait, ma place, je crois qu'elle est pas là, mais j'arrivais pas à savoir où elle était. Et donc, j'ai décidé de me faire coacher, en fait. Donc, j'avais déjà vécu pas mal d'évolution personnelle par des programmes de développement managérial, en fait, qui étaient passionnants, hyper intéressants, etc. Mais là, je sentais que j'avais vraiment besoin de travailler sur moi, mes questionnements, et de m'affranchir un peu de ce contexte professionnel et de mon entreprise. Et je me suis fait coacher. Et ça a été vraiment une révélation en fait pour moi. J'ai croisé une coach merveilleuse que j'ai envie de citer, qui s'appelle Françoise Bossuet, qui est à Émergitude à Laval, avec laquelle ensuite je me suis formée. Et en fait, le fait d'avoir finalement quelqu'un qui est là, qui a une vraie écoute empathique, qui finalement croit en nous, parce que c'est ça, il y a cette notion de confiance. Et en fait, j'ai osé être moi. Et ce côté peut-être que je séparais des fois entre mes valeurs profondes et puis qu'est-ce que je peux faire dans le quotidien un peu opérationnel au travail. Je me suis autorisée à me dire ok, sois toi-même et puis tu vas voir ce que ça donne. Et en fait, là, la magie, elle a opéré. C'est-à-dire que, et là, tu parlais, du côté leader embarqué, mais c'est ces périodes-là aussi où je pense que j'ai beaucoup plus embarqué, puisque j'incarnais vraiment ce en quoi je croyais. Et quelque part, j'ai aussi amené à moi des gens qui raisonnaient comme moi, en fait. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que, ou avant, je me disais toujours, en fait, ça correspond pas, ça va pas. Finalement, comme j'étais pas alignée avec ce que je voulais, forcément, je créais pas forcément l'environnement dans lequel je voulais évoluer. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, ça fonctionne. Je peux oser, je peux être moi, et c'est là où vraiment je prends du plaisir. À cette période-là, j'ai aussi eu la chance de croiser un grand leader aussi, qui est manager coach. Et ça, c'était pareil, en fait, d'avoir cette personne qui était plutôt en mode, ok, ça va faire un peu The Voice, mais toi, je te veux dans mon équipe. Et maintenant, sois toi-même et vas-y, et je crois en toi. Et c'est ok si t'essayes, si tu te plantes, mais tu te relèves et tu réessayes, et qu'on peut toujours échanger. Ça
ça vraiment, c'était quelque chose, voilà, que je me disais, mais en fait, c'est hyper puissant, ça donne des ailes, en fait. Et chacun devrait avoir cette possibilité-là, qu'on croit en lui, qu'on croit en elle, et du coup qu'elle puisse vraiment apporter profondément qui elle est, qui il est au monde. Parce que pour moi, j'ai la certitude que finalement, on a tous des magnifiques valeurs en nous, et qu'à la base, l'homme veut faire le bien, et que tout le reste, finalement, ce ne sont que des défenses, parce que il y a de l'insécurité, parce qu'il y a du mal-être, voilà, parce que des peurs, un historique. Exactement, et vraiment, voilà. Donc ça, c'était un peu l'effet waouh. Et puis de toute façon, voilà, je le voyais avec d'autres types de management. Où finalement c'était peut-être des personnes qui étaient beaucoup plus focalisées sur tu vois qu'est-ce que je délivre, enfin quelque part aussi à leur propre leur propre validation des bons points, et il y avait des moments où ça se passait très bien parce que voilà tu délivres, etc. Et puis par contre quand ça marchait pas, tu sens que ça grince, tu sens que là il y a les peurs qui ressortent, il y a du stress, il y a de la critique. Et voilà. Et moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible à ça. C'est-à-dire que si je suis dans un environnement où on croit pas en moi, je fais pas grand-chose, parce que je finis par me voir probablement, tu vois, à travers ça, quoi. Et voilà. Et donc, je prenais vraiment conscience de ça, et je me suis dit, mais en fait, là, toi, t'as quelque chose à creuser. Et toujours, tu vois, ce truc de un peu passion intellectuelle et y aller. Et problème de légitimité, au début, je me disais pas tu seras coach, hein. C'était plutôt le coaching, waouh, c'est puissant, faut t'y intéresser, toi pour te développer. Et au début, c'est comme ça vraiment que je suis rentrée dedans. Et après, avec le temps, je me suis dit alors en fait, il y a eu deux choses, hein. Je te disais toujours, il faut quelque chose qui t'attire. Donc moi, il y avait le coaching, puis quelque chose qui fait que tu vas bouger de ta place parce que ça te dérange. Et ce qui me dérangeait, c'est que clairement, il y a un moment où je me sentais pas alignée avec les décisions de gouvernance sur ces visions où moi je voulais. En fait, je voyais cette urgence écologique, sociale, et je me disais en fait. Tu vois, il faut travailler pour changer de paradigme, etc. J'avais toujours un peu cette passion, je voulais que ça aille vite. Et en fait, non, la gouvernance, c'était pas ces choix-là qu'elle faisait. Donc, à un moment, je me suis vraiment dit, ok, là, ça devient difficile. Et je crois qu'il y avait vraiment une notion de poids, tu vois, un truc lourd à faire bouger. Et c'est marrant parce que quand je te dis ça, je pense que moi j'ai toujours cherché un peu la fluidité, et tous les choix que j'ai faits, c'est qu'à un moment c'était lourd, c'était difficile, et donc je me suis toujours dit ok, va voir ailleurs, ce sera sûrement différent, ce sera peut-être plus fluide. Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie? Et c'est comme ça finalement qu'à chaque fois j'ai un petit peu avancé. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore, tu vois, les sports de glisse. Et c'est marrant parce qu'il y a cette notion-là, un peu, enfin, vraiment de fluidité. Puis, l'équitation, pour moi, c'est ça aussi. C'est à un moment, c'est cette notion d'équilibre, en fait. Et puis, de confiance qui fait que il y a une vraie compréhension. Et ça, c'est quelque chose vraiment, que j'avais besoin de recréer. Et à un moment, je me suis dit, ok, toi, t'as de l'énergie pour plutôt booster finalement les gens. Moi, je suis pas forcément quelqu'un. J'ai plein d'idées, mais pour les mettre en œuvre, c'est pas forcément tu vois, mon dada d'aller faire les choses vraiment dans le détail, etc. Mais par contre, pour des gens qui ont ces talents-là, leur donner cette confiance pour qu'ils se disent oui, si ma vision elle est bonne, en fait je peux y aller, je peux le faire. Ça, je voyais que c'était ma force. En fait, ma force, c'est d'en donner aux autres. Et voilà, et je me suis dit, en fait, il y a tellement d'énergie
aujourd'hui dans la société, avec voilà, je voyais plein de modèles, que ce soit associatifs, que ce soit des startups, etc., qui prennent à bras le corps ces défis. Et ben je me suis dit, ok, va où l'énergie est déjà en fait, et viens contribuer à ça. Tu vois, rapporter toujours son histoire d'étincelle là, pour aider à ce que ça fasse un grand feu, plutôt que de te fatiguer, parce que j'avais cette sensation-là de te fatiguer à essayer de convaincre des gens pour qui c'est pas le moment en fait. Et c'est ok, et peut-être que pour eux ce sera le moment plus tard, c'est-à-dire que tu vois, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, mais c'est accepter ce tempo en fait de la vie. Oui, et peut-être ne pas en faire un challenge personnel, je pense. Complètement. Après, moi, je sais que j'aime bien quand c'est facile. Alors, c'est jamais facile parce que on y met de l'énergie, mais en tout cas, quand il y a du plaisir, tu vois, cette notion de ok. Et en tout cas, de pas se battre contre, c'est se battre avec. En fait, moi, c'est ça qui me donne du plaisir. Et voilà. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça aussi. C'est souvent des histoires de rencontres, en fait. Je suis assez mal à l'aise avec le côté, tu vois, faut aller convaincre, etc. Non, c'est plutôt, on échange, on s'intéresse profondément, les uns aux autres, et puis à un moment, on se dit, ah oui, tiens, il y a un truc à faire ensemble, tu vois. Là, on a envie, et ça, à chaque fois, c'est, à la fois, c'est merveilleux à vivre. Enfin, moi, je m'épanouis dans ce type de relation. Et puis, ça fait naître des choses je trouve, hyper créatives et hyper intéressantes. C'était facile pour toi de franchir le cap de je quitte mon entreprise pharmaceutique dans laquelle je travaille et je lance ma boîte? Facile, je dirais que oui, finalement oui, parce que en fait avec moi quand les décisions sont prises, c'est assez facile. Voilà, il y a tout, par contre c'est un processus avant, c'est-à-dire que voilà, a posteriori c'est toujours ça semble toujours un peu évident, facile. Le tout c'est de se mettre en marche, comme on dit, même la plus grosse montagne à grimper, ça commence par un premier pas. Et en fait, il y avait ça, mais à un moment, je pense que oui, comme j'étais plus alignée, que pour moi, j'avais envie de faire autre chose, qu'en même temps, il y avait, ce vrai attrait profond, tu vois, pour le coaching. Je me suis dit, en fait, faut y aller. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que je pense que j'ai réussi à me détacher, tu vois, un peu d'un objectif long terme. C'est-à-dire que je me suis autorisée à me dire, ok, peut-être que le métier va pas te plaire, peut-être que, tu vois, je sais pas, dans le temps, c'est pas ça que tu voudras faire, mais en tout cas, passer par la case coaching, pour toi, là, c'est nécessaire. C'est génial, ça répondait à mes besoins aussi. Là, j'en parle peu, mais il y a tout le contexte familial, mes questionnements, tu vois, de transmission avec mes filles, sur justement l'intelligence émotionnelle, sur tout ce qui est communication. Moi, j'adore la communication non violente, tout ça. Et à un moment, c'était de me dire aussi, en fait, creuse tout ça, avance là-dedans parce que ça va t'être utile dans tous les cas. Et après, qu'est-ce que t'en feras, comment tu le feras? Eh ben, ça se fera probablement, encore une fois, en marchant, en fonction des rencontres, en fonction des opportunités. Et à partir de là, je pense qu'à partir du moment où j'étais plus dans le stress de est-ce que c'est le bon choix, tu vois, est-ce que comme si à un moment on était à un carrefour et si je prenais la voie de droite, j'avais plus le droit de faire demi-tour. Non, finalement tout ça n'est que des multiples chemins et dans lesquels je me voyais me balader et me dire par contre ce chemin-là aujourd'hui c'est celui pour lequel ça résonne et j'ai envie d'y aller, ouais. Et donc à partir de là, ça a été pour moi assez facile. Et puis alors moi qui peux autant avoir beaucoup de stress quand tu vois je suis dans ma tête, c'est me poser les questions, ah là là, machin. Dès que je passe dans l'action, en fait, ce stress il s'évanouit. Et donc j'ai commencé pareil à me dire ok, fais un petit pas. Il
il y avait tout le cycle de formation pour devenir coach professionnel et il y avait 3 cycles, dont le premier qui s'adresse finalement à tout le monde, hein, même ceux qui veulent pas devenir coach professionnel, pour mieux manager, travailler sur ton écoute, sur ta communication. Et je me suis dit ok, déjà tu t'inscris un premier week-end et puis tu verras. Et en fait j'ai fait ça comme ça. J'ai fait un premier week-end. Je me suis dit en fait c'est là où j'ai envie d'être. C'est là que j'ai envie d'investir mon énergie et mon temps. Et après ça s'est fait naturellement en fait. Et le reste ne devient, j'allais dire un petit peu que de la logistique, même si c'est pas anodin. Il y a le côté financier. Enfin voilà, il y avait plein de choses, mais voilà, il y a plein de moyens de trouver des solutions en fait. J'ai l'impression, je traduis, tu me diras si je suis juste ou pas, que finalement l'alignement et le être à sa place, ça a été ton plus gros moteur. Oui, et j'ai envie d'ajouter être à ma place au moment T. Parce que ça, je pense que ça a été un travail pour moi. C'est qu'avant, je mettais beaucoup d'enjeux à me dire, justement, elle est où ma place? Mais comme si, tu vois, il y avait une place pour toujours, quoi. Et aujourd'hui, je pense que voilà, j'accepte vraiment. Et c'est pour ça que je suis passionnée, en fait, aussi par la nature. C'est que je trouve que c'est une métaphore magnifique. Enfin, elle est inspirante. C'est que finalement tout est mouvement et on le voit tout le temps dans la nature. On le voit aussi, tu vois, qu'il y a des rythmes à respecter, que il y a des choses, qui doivent se faire à tel instant ou pas. Que des fois on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait si, il y a un développement racinaire. Tu vois, c'est le cas de l'hiver. Et tout ça, je trouve ça finalement hyper inspirant. Et je pense que moi, il y a une époque où finalement je réfléchissais de manière trop statique, ou en tout cas trop à périmètre constant aussi. Et j'oubliais le fait que déjà le simple fait de te mettre en mouvement, tout va changer. Donc de toute façon, tu vas plus être dans le même environnement que celui dans lequel t'es quand tu réfléchis à tes options. Et ça, de prendre conscience de ça, je crois que ça m'a apporté beaucoup de sérénité et beaucoup de liberté aussi. Et c'est intéressant parce que je pense que la liberté, c'était un de mes grands moteurs. Ça l'a toujours été. Et avant, je pensais que la liberté, c'était, je sais pas, tu vois, pouvoir voyager, pouvoir faire un peu ce que je veux quand je veux. Il y avait des notions de j'ai jamais trop aimé suivre certaines règles ou tu vois, avec l'autorité, il y avait des choses qui me dérangeaient. Et c'était probablement cette vision de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, je me dis non, finalement ma liberté c'est d'avoir le choix en fait. Chaque matin quand je me lève, c'est d'avoir le choix. À quel moment c'est devenu une évidence pour toi d'allier le coaching à cette partie développement durable? D'ailleurs, j'adore le terme, tu as utilisé le terme, d'ailleurs c'est sur ta page Facebook, je pense aussi, d'harmonie durable. D'ailleurs, permaliance, parlons-en. Alors permanence, dans le nom, je pense que beaucoup de monde entend la notion de permaculture. En fait, ça c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup et qui m'inspire parce que finalement c'est toute une notion en fait d'abondance possible et de partage du surplus. Et en fait, c'est une belle métaphore, je trouve, que de se dire que c'est possible dans le respect de l'homme et de la terre, parce que c'est ça, la permaculture. Et pour moi, oui, il y a ça qui est vraiment à réinventer en fait. Comment, je l'ai déjà dit, mais on va vers, pour moi, vraiment des problèmes graves, sociétaux, environnementaux, voire même qui sont déjà là. On voit avec l'été qu'on a passé, les canicules, les incendies. Avant, on parlait toujours de plus tard pour les prochaines générations. En fait, on voit bien que c'est là et je parle pas de toute la crise de justice sociale, j'ai envie de dire, qui pour moi est extrêmement liée à tout ça. Et finalement,
pour moi, enfin, je l'ai dit, mais c'est vraiment un changement de paradigme, en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette notion de retrouver de l'harmonie. En fait, pour moi, il y a cette notion d'équilibre, en fait, et c'est de l'harmonie, déjà en soi. Et tu vois, c'est aussi accepter qu'on change, accepter qu'on a différentes parts en soi et qu'il y a des moments où on veut en privilégier certaines, que parfois on a deux parts de soi qui semblent contradictoires, etc. Et donc il y a déjà cet enjeu pour soi, et ensuite avec les autres, et puis si on se dit les autres c'est les humains, il y a aussi de façon plus générale, tu vois, avec le non-humain, avec la planète. Et pour moi, il y a vraiment ce triptyque qui est essentiel. Et j'aime bien cette notion. Alors durable, oui, on pense au développement durable, mais il y a cette notion aussi de durable dans le temps, parce que être dans l'harmonie à des courts instants, on y goûte tous, ça, voilà. Mais l'enjeu, c'est de se dire comment je peux le faire perdurer, en fait. Et pour moi, avec le coaching, c'est vraiment d'aller chercher ça, tu vois, d'aller chercher vraiment ses propres ressources pour devenir autonome et être capable à chaque moment de bouger son petit curseur là pour aller retrouver cet équilibre qui est fin finalement à trouver. Qui varie chaque jour en fonction des situations, en fonction de l'énergie dans laquelle on est, et de faire bouger ce petit curseur et d'avoir la capacité de le faire en fait pour s'adapter quelles que soient les situations. Et comment ça se traduit alors? Quel type de personne tu coaches? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, je coach à la fois des particuliers, aussi des indépendants, aussi des entreprises. Donc, ce que je te dis, ça peut être à la fois du coaching individuel, mais aussi du coaching d'équipe. Alors, bien sûr, j'ai une part de mon activité qui est directement en lien avec la transition écologique. Et tu as fait mention, par exemple, de la fresque du climat, que j'affectionne beaucoup parce que déjà, c'est un atelier collaboratif. Je trouve qu'on apprend beaucoup et qui permet d'avoir un socle commun, en fait, de connaissances. Tout est basé sur les données scientifiques du GIEC. Donc, le contenu est vraiment, indépendant. Et derrière, d'avoir des notions, d'ordre de grandeur, et de se dire, OK, maintenant, comment on passe à l'action? Parce que bien sûr, s'il y avait des solutions connues, tout le monde les appliquerait. Là, on voit bien qu'il y a plein de choses à réinventer. Moi, mon rêve, c'est de me dire, justement, je crois profondément en l'humain. Je pense que c'est ça. Et je veux dire, en fait, il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de talent, il y a tellement de belles valeurs que, si on met tout ça en commun au service, tu vois, de ce grand défi, c'est sûr, on peut créer quelque chose de merveilleux et qui respecte tout le monde, en fait. Donc je travaille avec un peu cet outil de base, et ensuite, une fois qu'on sait, c'est qu'est-ce que je fais de savoir, et c'est là où le processus commence. Et finalement, c'est quand même un chemin de vie, parce que ça nécessite de déconstruire beaucoup de choses. Et c'est là où je trouve ça hyper intéressant de se dire que chacun, avec son vécu, avec ses talents, va pouvoir apporter des nouvelles solutions, participer à la créativité pour construire le monde de demain. Donc il y a vraiment cette partie-là. Bien sûr, moi en tant que coach, je travaille aussi sur tout ce qui est émotion. Quand on parle de transition écologique, il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont difficiles, de la peur, de la tristesse, de la colère, qui peuvent mener à de l'impuissance. Et donc, je travaille beaucoup sur aussi tout ce qui est éco-psychologie. L'idée étant de transformer ces émotions qu'on peut considérer, alors certains disent négatives, mais en tout cas désagréables, et de voir en fait ce qu'elles révèlent de beau.
En fait, si on est en colère, c'est bien parce que derrière, il y a de l'appétence pour la justice, par exemple, tu vois. Et du coup, c'est d'aller s'autoriser finalement à accueillir ces émotions et de voir en fait ce qu'elles portent pour avoir envie d'aller construire ensemble. Et puis c'est des ateliers qui se font en groupe, puisque l'idée aussi c'est vraiment de sentir la connexion à l'autre, la connexion à la nature, et de comprendre que en fait on est lié à la toile de la vie, et donc de reprendre confiance finalement en la vie pour pouvoir justement transformer ces émotions désagréables qui peuvent rendre impuissants vers quelque chose vraiment de créateur pour participer à la guérison du monde. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, qu'on appelle le travail qui relie. J'utilise aussi pas mal le cheval parce que je trouve que c'est très intéressant de se confronter à cette espèce qui, contrairement à l'homme, n'est pas un prédateur en fait, et pour qui la survie en fait dépend de la collaboration. Et donc c'est intéressant de se mettre au contact du cheval, et ça vaut pour n'importe qui. Il n'est pas question d'être cavalier, hein, c'est du travail à pied. Mais l'idée, c'est de se dire comment je peux créer une relation de confiance pour ensuite faire quelque chose ensemble. Et voilà, et ça peut faire réfléchir sur quel est mon mode de communication préféré quand je suis en confiance, quand je suis en stress, etc. Donc c'est très très révélateur. Et puis comme en fait tu le vis par l'expérience, c'est très fort en termes d'apprentissage. Et puis après, il y a ce thème de la transition écologique. Et puis, j'espère que ça a un peu transpiré dans tout ce que j'ai dit. Mais finalement, pour moi, la clé, c'est peut-être déjà qu'en tant qu'humain, on soit bien avec soi, bien avec les autres. Donc, finalement, j'accompagne sur tout ce qui est communication, tu vois, au sens large. Également, tout ce qui est questionnement personnel, que ce soit sur des transitions de vie, quand il y a un changement, quand on veut se mettre en action pour créer quelque chose. Donc, même quand la transition écologique est pas dans la thématique, tu vois, de la demande, du contrat, pour moi, d'accompagner les gens à être alignés, à être eux-mêmes, et de prendre conscience de leurs talents, de leurs ressources, c'est y participer de façon indirecte. Et d'ailleurs, si on regarde, tu vois, par exemple, dans les objectifs de développement durable de l'ONU, il n'y a pas que des objectifs environnementaux, il y a des objectifs sociaux, il y a tout ce qui est question, tu vois, d'égalité homme-femme, de justice sociale, et oui, c'est essentiel. On peut se dire aussi, tu vois, comment on peut créer une société compatible avec la vie si on n'est pas capable d'inclure quelqu'un qu'on considère différent de nous. Donc et au sein d'une équipe, tu vois, sans aller sur je sais pas le handicap ou la différence homme-femme, même au sein d'une équipe, j'ai des profils qui sont différents, j'ai des manières de voir le monde qui sont différentes. Du coup, j'ai de la diversité. Et pareil, c'est comment je fais pour regarder ça avec bienveillance, y voir tout le potentiel finalement de richesse derrière cette diversité, puisque le même problème, on va pouvoir le voir sous des angles différents. Donc on va être encore plus créatif si on arrive à travailler tous ensemble, encore plus efficace si on prend les points forts de chacun. Et finalement, moi je travaille sur aussi toutes ces thématiques alors j'adore la communication non violente, qui pour moi est vraiment à la fois l'art d'aller sur la colline de l'autre pour être en capacité de voir ce qu'il voit, de le comprendre, d'accueillir. Et puis il y a aussi par rapport à la relation à soi tout un travail sur l'autocompassion. Et on parle d'un podcast pour les vétérinaires, et moi-même je suis comme ça, et j'ai croisé beaucoup de profils comme ça où je trouve qu'il y a énormément d'exigences envers soi-même,
Or, l'autocompassion est nécessaire et salvatrice. Est-ce que tu penses que finalement, pour résumer simplement, ce serait de dire que plus on est bien avec soi, plus on gravite naturellement vers les autres et vers le bien-être de la planète? Oui, exactement. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un petit peu comme l'œuf et la poule. Des fois, c'est parce que on s'entoure de gens, tu vois, avec lesquels on est bien, qu'on croit en nous, qu'on arrive à s'apaiser soi et à aller regarder des zones d'ombre. Ça peut être aussi parce que je suis en lien avec la nature, tu vois, parce que ça me ressource, que ça me permet ensuite de rentrer en relation plus sereinement. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme tu vois, un écosystème, quoi. C'est un cercle et tu peux y rentrer par n'importe quel endroit en fonction de l'endroit où t'es à l'instant T et des besoins que t'as à ce moment-là. Beaucoup d'émotions derrière tout ça. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce qu'il y a une suite? Parce que t'en es où dans ton cycle des 2-3 ans? Alors là, je suis vraiment qu'au début, dans le sens déjà où en fait, même mon entreprise, pour l'instant, tu vois, j'en suis, je dirais, au balbutiement parce que même moi, j'ai eu besoin de me déconstruire, de sortir de l'injonction de performance, pour pas me dire, en fait, comme il faut que ça marche, comme je veux réussir, je vais aller peut-être vers des gens avec lesquels je suis pas alignée. Et finalement, je veux créer quelque chose de différent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux créer? Et moi-même, je veux dire, je suis pas du tout irréprochable sur mon impact écologique et tout ça, ça me demande du travail, de l'énergie mais en même temps, je trouve ça passionnant. C'est vraiment quelque chose, que j'adore, où certains voient, tu vois, la transition écologique comme la perte de plaisir, du renoncement, etc. Moi, à l'inverse, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, quelle source de richesse, d'émerveillement, en fait, c'est comme si tu revoyais tout avec des yeux d'enfant et puis que tu arrivais à avoir de la joie avec des choses qui pour moi sont encore plus importantes, qui sont finalement les liens, tu vois, les liens humains, le lien à soi, le lien à la nature, et moins par les biens, les possessions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fabrique. Et c'est vraiment, en fait, c'est pas faire moins, pour moi, c'est faire mieux, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, où je trouve que le chemin est merveilleux et je pense que la montagne est grande. Donc, par rapport à ces histoires de cycles, je pense, être entrée quand même là, dans une forêt assez dense avec laquelle il va y avoir du temps pour en faire le tour. Tu ferais quoi là si t'avais une baguette magique? Ouais, je crois vraiment que c'est que là, chacun à l'instant T arrive à se relier à son cœur là et à entendre leur cœur leur dire je suis assez, tu es assez, et prendre conscience que chacun a déjà tout en lui et que le partager au monde, c'est un cadeau finalement. Et si tu avais un petit conseil à donner à la Mélanie jeune vétote, fraîchement sortie, fraîchement diplômée, ce serait quoi? Peut-être juste d'avoir confiance que tout ce qui lui arrive, c'est pour une bonne raison. Même les choses désagréables, non, ça m'a fait grandir. Et je pense vraiment que j'en suis là aujourd'hui par tout ce que j'ai traversé et par les choses merveilleuses, parce que je pense que j'ai toujours eu la chance aussi d'être bien entourée, d'avoir de la gaieté, et aussi par les défis et les challenges, et vraiment peut-être de lui dire t'as les ressources, fais-toi confiance, et surtout fais confiance aux autres, à la vie. Et peut-être, tu vois là, ce que je disais tout à l'heure, vraiment lui dire à elle aussi, parce que c'est encore des choses que je me dis, mais le tu es assez en fait. Merci pour ça. J'ai envie d'exprimer un peu de gratitude parce que dans ce podcast, j'ai la chance de
d'interviewer des personnes formidables dont tu fais partie. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui. Donc vraiment merci, et merci à tous les anciens podcastés et futurs aussi. Vraiment chouette. Comment est-ce qu'on peut te contacter si tu veux le bien, si les gens ont des questions, si ils ont envie de faire du coaching? Meilleur moyen, c'est Messenger, ton adresse mail, LinkedIn? Oui, alors il y a mon adresse mail, mon téléphone portable. Il n'y a aucun problème pour m'appeler et pour trouver toutes ces coordonnées. Le mieux, c'est j'ai une page Facebook qui s'appelle Permaillance vers l'harmonie durable. Également un profil LinkedIn, Mélanie Rougier. Et puis bien sûr, voilà, j'ai une page sur Google aussi. Et je tenais vraiment aussi à te remercier parce que c'est la première fois que je me prête à l'exercice. Et je pense que pour le faire, j'ai besoin de me sentir en confiance. Je trouve que tu es une très belle personne. J'adore aussi ta page, voilà, Simaïvette, et je conseille vraiment tous les vétos d'y aller parce que je trouve que voilà, c'est des clés vraiment merveilleuses de développement personnel et professionnel pour justement aussi atteindre l'harmonie durable. Bon, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture? Peut-être parce que voilà, c'est des vétos. Et peut-être reparler du coaching parce que c'est souvent quelque chose qui est pas forcément bien connu. Mm-hmm. Et là, je vais citer Pierre Bossuet, qui était un de mes formateurs, mais qui disait voilà, je résume le coaching avec le mot apéro. Alors c'est pour ça que je pense au veto. Et non, à l'époque, ça m'avait bien fait rigoler. Et voilà, c'était de se dire le A comme accompagnement. Et il y a vraiment cette notion de partenariat entre le coach et le client. P pour puissant, parce que l'idée c'est vraiment d'aller développer son potentiel, de maximiser la réussite vers quoi on veut aller. E pour efficace, parce que dans la définition du coaching, on définit vraiment des objectifs avec des indicateurs, voilà, pour mesurer le résultat. Rapide, parce qu'on parle de quelques mois et pas plusieurs années. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle accède elle-même à des nouvelles ressources et qu'elle devienne autonome. Et le O de apéro pour opérationnel, puisqu'on est vraiment dans la mise en action et tout de suite définir comment je vais le mettre en œuvre, en fait. Comment je vais avancer. Et voilà, je pense que c'est vraiment la spécificité du coaching, c'est que c'est pas le coach, c'est pas un sachant, c'est pas quelqu'un qui donne des conseils, c'est pas quelqu'un qui donne des solutions. On fait vraiment un partenariat et l'idée c'est un processus et c'est vous avez bien en fait du client que va émerger les solutions et finalement le processus permet juste de booster une réflexion, une créativité avec la présence du coach qui est garant qu'on tombe pas dans les pièges des croyances limitantes. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter et puis vraiment te dire un grand merci et une belle continuation à ce super podcast. Je trouve que c'est très intéressant de voir plein de parcours de vie. Merci beaucoup Mélanie et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci Sophie, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.